quelques évolutions. Pourquoi ce n'était pas possible avant? Parce qu'il y a 10-15 ans, on parlait d'alcoolisme et de toxicomanie, très stigmatisé, et puis qui surtout permettait de repérer le bout du parcours et le summum de la difficulté, de la souffrance et de la maladie. Et on s'intéresse avec une vision extrêmement marquée des fléaux sociaux et du manque de volonté, très stigmatisé. Donc on aurait peu mobilisé autour de cette question. Les 10 années qui se sont passées ont permis que les connaissances médicales, scientifiques, biologiques, permettent de comprendre les mécanismes et de se dire que, donc vous avez là les classifications, on passait de l'alcoolisme et de la toxicomanie à maintenant les addictions qui sont dans le trouble lié à l'usage de substances et qui incluent un certain nombre d'addictions comportementales. L'historique des concepts a commencé par le modèle moral, c'est-à-dire celui qui est toxicomane ou alcoolique, pêche, ne respecte pas la loi morale. Puis après, c'est devenu le modèle des fléaux sociaux, jusque dans les années 70, où Claude Olivenstein a rassemblé, puis ça se passait aussi dans d'autres pays, parce que ça se passe souvent en même temps, l'individu, l'environnement et le produit. Les années 90-2000 ont vu une explosion des connaissances, et qui continue, des connaissances neurobiologiques, et on a pu parler de l'addiction comme une maladie du cerveau. Ça a suscité multiples polémiques, parce que quand on parle d'addiction, maladie du cerveau, ça pourrait laisser penser qu'on oublie les facteurs individuels, psychologiques, de vulnérabilité propre, et tout le contexte social. Ce qui n'est bien évidemment le cas de personne. Par contre, le fait de parler d'alcoolisme ou d'addiction, maladie du cerveau, c'est une façon de faire comprendre aux patients et à l'environnement des mécanismes qui sont, on va le voir dans une seconde, qui sont la perte de contrôle. Pourquoi ce qui était un plaisir peut à un moment ou à l'autre devenir une maladie. On commence à avoir des pistes solides, mais il y a encore beaucoup de chemin. Ce qui est important aussi, c'est que l'ensemble des professionnels, je rappelle que la notion d'addiction intégrée dans le champ professionnel a une 10-15 ans, l'ensemble des professionnels qui venaient de champs très divers, qui étaient très centrés chacun sur un produit, se sont rassemblés notamment au sein de la Fédération française d'addictologie, et sont maintenant tous d'accord sur les objectifs de soins, de prise en charge, d'accompagnement thérapeutique. C'est ce qu'on résume sous le vocable de réduction des risques et des dommages, de façon la plus ouverte, la plus élargie possible, et sur lequel tout le monde peut s'y retrouver. La notion classique de l'individu, l'individu plus ou moins vulnérable, de l'environnement plus ou moins addictogène, et du produit lui-même plus ou moins addictif, et a été travaillé. On a plein de données, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Là, on rappelle et on connaît maintenant assez bien les mécanismes neurobiologiques. Puis l'autre élément, année 2010, c'est qu'on est passé d'une classification qui était une classification entre l'abus, qu'il a fallu faire reconnaître l'abus ou l'usage nocif et la dépendance. C'était donc une approche en catégorie qui impliquait des thérapeutiques par catégorie, et donc tout particulièrement l'abstinence pour la dépendance ou le traitement de substitution, à une approche nouvelle qui s'est installée donc depuis la fin des années 2000, vers 2005, 2008, 2010, qui est arrivé avec le DSM-5 et les classifications internationales. Parallèlement, se mettaient en place des médicaments de réduction de consommation. On a vu arriver par la voie classique le nalméphène, Sélincro, par une voie latérale et très mobilisée et mobilisante, comme je le disais tout à l'heure, pour les patients et les soignants, le baclofène. Et puis l'e-cigarette, qui est aussi une stratégie de réduction de consommation. Donc on a des outils conceptuels qui permettent et on va y revenir, de comprendre ce qui se passe dans la tête, et on a une classification des pathologies qui permet de dire qu'il faut essayer,
en fonction de ce que demande le patient, il faut essayer des stratégies multiples, variées et plus ou moins importantes, adaptées selon l'état du patient. Alors on peut se dire, et ça sera sûrement un des objets de recherche principaux des années à venir, c'est qu'on n'a pas le marqueur de ce passage de la consommation plaisir à la consommation maladie. Il y a, et c'est ce qui est si difficile à faire comprendre. J'ai vu, je pense à des patients, à des conjoints auxquels on expliquait que la personne avait perdu le contrôle de sa consommation d'alcool, et lui l'avait compris, mais le conjoint ne comprenait pas comment quelque chose qui était son plaisir, qu'il maniait, pour lequel il disait je m'arrête, il s'arrêtait un moment et puis il recommençait. Pourquoi il avait perdu ce contrôle que lui-même, qui était au début, dans ce qu'elle a connu et épousé, quelqu'un qui consommait pour le plaisir et qui consommait bien, qui consommait beaucoup, mais qui contrôlait. Et on n'a pas, on sait en fin de parcours que le contrôle est perdu, on a des tas de marqueurs de fonctionnement cérébral qui le montrent, mais on ne sait pas encore à partir de quand, et donc c'est ce qui rend compliqué la prise en charge sanitaire, le remboursement, et le fait de faire passer à la population que la perte de contrôle existe et qu'elle est progressive. Et que si à la fin tout le monde est d'accord pour dire qu'on est malade, il y a toute la phase intermédiaire sur laquelle il convient d'agir. Et c'est celle où on agit le mieux parce que c'est beaucoup plus facile en début de problématique. Je rappelle régulièrement, dans le tableau derrière, vous avez la gravité des produits, la gravité sanitaire et sociale. Il y a dans les représentations des distorsions et des erreurs dans les représentations sociales de la gravité des produits. Pour tous les professionnels, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour tous les experts dans le monde, avec des systèmes d'évaluation qui ont été basés sur les stratégies d'évaluation des risques nucléaires ou des risques d'accidents dans les transports aériens. Oui, c'est ce qui est d'actualité. Donc c'est des méthodes extrêmement d'évaluation du risque extrêmement précises. Et la classification, si on rassemble les dommages sanitaires et sociaux, pour tous les experts, c'est l'alcool qui crée de loin le plus de dommages sanitaires et sociaux. Puis l'héroïne, puis la cocaïne, puis le tabac, et le cannabis loin derrière. On l'a refait en France avec une méthodologie simplifiée et on arrivait strictement à la même classification. Par contre, quand on interroge la population surévalue les drogues illicites, l'héroïne, la cocaïne, et met le cannabis au même niveau que l'alcool. Donc bon, il y a très clairement là un problème qui explique, si vous voulez, dans le fait qu'il y ait une surévaluation et un surrepérage des drogues illicites, ça participe à masquer les dommages des drogues licites. C'est pour ça que le travail de Pierre Kopp, s'il a le bon goût d'arriver, sera intéressant, vous verrez. Ah, il est là. Viens te mettre là, rejoins-nous. Et ce que, avec là encore de nombreux experts et dans le groupe que j'ai animé à la demande de la Mildeka, on en arrivait aux conclusions que la lutte contre les fléaux sociaux, les objectifs prohibitionnistes, la guerre à la drogue est coûteuse, peu efficace et contre-productive, et qu'on pourrait imaginer de changer l'action de un certain nombre de politiques publiques. C'est pour ça que si le Conseil économique et social veut s'en saisir, et environnemental veut s'en saisir et faire remonter, ça ne peut qu'être positif. Voilà. Et ce à quoi nous arrivons les uns et les autres, c'est que ce sont les abus et les dommages entraînés par les pratiques qu'il convient d'essayer de modifier. Et que ce n'est pas la lutte contre le produit en premier. Le fait de parler des addictions, je vous le rappelle, depuis maintenant 15 ans, a recentré les problématiques sur l'individu et sur ses difficultés propres, et met
au second rang, ou en tout cas à côté, ce qui est directement lié au produit. Et de plus en plus, on peut penser qu'il y a des dimensions individuelles ou multiples, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui expliquent que certains perdent le contrôle et d'autres ne le perdent pas. Donc avoir une stratégie absolument permissive d'un côté ou répressive avec d'autres produits n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rationnel. L'autre élément, j'en termine, c'est une philosophie du soin qui a changé, c'est-à-dire que maintenant, le médecin n'est plus en position de sachant, d'ailleurs ça vaut pour la plupart des pathologies, mais tout particulièrement dans les addictions, n'est plus celui qui sait, qui dit et qui impose. Il prend le patient là où il est né, il l'accompagne, il fait des propositions, il fait le chemin et il considère que le patient est aussi sachant d'un certain nombre de choses. Et c'est aussi vraiment, je pense, l'intérêt principal du fonds, c'est que justement les patients sont présents et sont sachants aussi. Et donc, c'est ce que l'on peut essayer de développer. La nécessité, ce sur quoi, avec les petits moyens dont nous disposons, se centrera le fonds, ce sont des actions en faveur des jeunes, et on verra ce que l'on peut proposer, et des actions dans le milieu du travail. Parce que dans les actions de prévention, ce sont celles qui sont vraisemblablement les unes et les autres les plus coût-efficaces, qui ont plus de chances d'améliorer les résultats et les consommations.